Bonjour à tous, première vidéo d'une longue série sur la violence, le thème de prépa de cette année en culture générale. Alors, la violence, avant de commencer à entrer dans des considérations plus saugrenues les unes que les autres, avant de commencer à citer les grands esprits qui ont réfléchi et qui ont pensé la violence, on va entrer de façon plus naïve. On va se questionner, on va savoir quels sont les enjeux pour la violence, quels sont les enjeux de la violence. Qu'est-ce qui a justifié le choix d'un tel thème cette année ? Alors, la violence, c'est quelque chose que l'on connaît tous. On vit tous, on a tous déjà vécu ou assisté à des scènes de violence. Et si l'on voulait la définir de manière abrupte, on dirait force excessive. Lorsque la force n'est plus contrôlée, on dit plutôt que c'est de la violence. Lorsque, au contraire, elle est maîtrisée, lorsque l'individu dont émane cette force semble avoir du contrôle, on l'appellera plutôt maîtrise, on l'appellera peut-être tout simplement force. La force a un usage neutre, là où la violence est déjà connotée négativement. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un monde où on parle de plus en plus de violence, vous n'avez qu'à voir le journal, les réseaux sociaux, la violence est partout. On nous parle de violence dans d'autres pays et ça a l'air d'émouvoir beaucoup les gens. La violence, c'est ce sur quoi on s'arrête. Lorsque vous marchez dehors, qu'un événement retient votre attention, il y a fort à parier que le terme, ou du moins que l'adjectif violent, est approprié pour désigner ce terme. Le mot violence a tellement de force d'infusion qu'aujourd'hui, dans le langage courant, lorsqu'une chose nous paraît extravagante, en plus ou en moins, on la déclare aisément violente. Alors, pour essayer de structurer un petit peu notre réflexion autour du thème, il y aura plusieurs choses à distinguer. Alors, on va ici se restreindre d'abord à une violence qui soit purement humaine. Pourquoi est-ce que je fais ce choix ? C'est uniquement parce que lorsqu'un élément, lorsqu'un événement n'est pas causé par une conscience, il est compliqué de lui affecter une intention qui soit négative. La violence est d'abord une intention. La violence, c'est l'intention de qui ? C'est l'intention de celui qui ne veut pas accepter les règles. C'est celui pour qui le monde ou l'autre est un obstacle à sa réussite ou à son désir. L'individu raisonné passe par le dialogue pour arriver à ses fins. Il veut convaincre, il veut argumenter, il veut plaire, il veut avoir ce qu'il souhaite par une méthode pacifique et pacifiante. Parce qu'en étant pacifique, il engage l'autre sur son chemin du pacifisme et sur son chemin de la raison. Là où l'individu violent, au contraire, voit le monde comme un obstacle à sa réussite, un obstacle à ce qu'il souhaite, un obstacle à ce qu'il désire. Et la violence est justement cette façon, ou du moins ce moyen qui lui permet d'arriver plus vite vers le monde. Là où l'individu raisonné façonne, l'individu raisonné travaille, l'individu raisonné construit son chemin vers son désir, l'individu violent le casse. L'individu violent, on va dire, pulvérise. Il transforme en poussière ce qui l'éloigne de son objectif. Il est avant tout animé d'un instinct destructeur. Et c'est là qu'il peut être intéressant de mobiliser un philosophe qui est d'ailleurs psychanalyste, qu'on vous cite souvent et qu'on ne comprend presque jamais, qui a l'air abscon, qui a l'air confiné à des domaines qui ne nous concernent pas et qui pourtant a une vision sur la question qui est plutôt intéressante. Alors il s'agit de Freud. Freud, il part d'où ? Freud, c'est un psychologue, un psychanalyste. On disait d'ailleurs à l'époque qu'il avait la capacité de comprendre les individus mieux que quiconque. En témoignent les nombreuses conquêtes qu'il a eues avec ses patientes. C'était un vrai tombeur, ce Freud. Alors, Freud, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il a eu affaire à plusieurs soldats après la Première Guerre mondiale. Alors, la chose qui l'a fasciné, c'est que tous ces soldats venaient le voir parce qu'ils souffraient de traumatisme. Ces soldats ont essayé toutes les méthodes traditionnelles, ont cru que c'était passager et qu'à la fin de la guerre, ils retrouveraient leur pleine conscience. Et pourtant, ils faisaient à chaque fois des cauchemars similaires, celui ou de perdre un compagnon de guerre, ou alors de rêver qu'un obus les frappait sur la tête et
il se réveillait ensuite en panique. Alors, Freud partait d'un postulat très simple. Lui, lorsqu'il fonde la psychanalyse, au début du XXe siècle, il pense que les rêves sont l'exploitation, ou du moins le jaillissement de nos désirs. Or, comment peut-on rêver de choses qui, justement, nous font peur ? À vrai dire, un obus qui tombe sur ma tête, ce n'est pas un désir. Aucun individu sain ne désire qu'un obus tombe sur sa tête. Aucun individu sain désire se retrouver dans un champ de bataille, à essayer de se cacher, à essayer de fuir, à essayer de survivre. La survie est une épreuve difficile, longue, qui crée de l'adrénaline et qui nous laisse un petit peu comme sur le fil du rasoir. Ce jeu d'équilibriste est stressant, il est oppressant, il opprime l'individu qui en est l'acteur et qui ne souhaite qu'une seule chose au final, c'est s'en échapper. Et pourtant, des gens rêvaient bien d'obus, des gens rêvaient bien de la guerre, et ils y rêvaient de manière récurrente et persistante. Alors Freud a essayé de régler cela avec une invention théorique. Alors pour Freud, il dira que l'être humain est animé de deux pulsions. Une pulsion, c'est quoi ? C'est un désir que l'on souhaite accomplir de façon obsessionnelle. Pour simplifier, pour ne pas rentrer dans des considérations qui soient plus techniques, notre thème ici est la philosophie et pas la psychanalyse. Si vous êtes intéressé par plus de psychanalyse, dites-le moi et on pourra faire un petit point là-dessus. On expliquera toutes les définitions qui ont trait à cette discipline, très fascinante je trouve. Mais revenons-en à nos moutons. Alors, les individus sont animés par deux pulsions, une pulsion de vie et une pulsion de mort. Alors, la seconde, on la comprend aisément. Nous souhaitons tous vivre. Nous souhaitons tous se rattacher à la vie. La pulsion de mort, elle, par contre, est tout de suite plus absconse, elle est tout de suite moins claire. Comment existerait-il une pulsion de mort ? Alors, Freud allait même plus loin. Il disait que la mort, la vie, c'est déjà une violence faite à la mort. Alors, les individus, lorsqu'ils rêvaient de cette façon, de façon obsessionnelle sur les différentes situations qu'ils avaient vécues, la pulsion de mort devient alors celle de l'ego. C'est le moi qui souhaite s'affirmer de façon totalement, dogmatique ou tyrannique. Alors, la tyrannie du moi, qu'exprime-t-elle ? Cette pulsion de violence, c'est une pulsion qui nous conduit à l'agressivité, qui nous conduit à la destruction, mais aussi à l'autodestruction. Alors, à quoi sert-elle ? Elle servirait à prouver à nous-mêmes quelle force avons-nous, quel pouvoir avons-nous sur le monde qui nous entoure. Et même on peut penser à l'enfant, au nourrisson. Lorsque le nourrisson manipule les objets, lorsqu'il les jette pour voir où est-ce qu'ils peuvent atterrir, pour tous ceux qui ont des petits frères ou des petites sœurs, cette scène doit être iconique presque. Alors, le but de l'enfant, c'est de voir quel impact et quel, effet il peut produire sur le monde qui l'entoure. À vrai dire, la pulsion de mort, c'est la première pulsion qui sert à contrôler et à mesurer le contrôle qu'on a du monde. Et cette pulsion-là serait inhérente à l'humanité. Pour Freud, l'homme naît violent, l'agression est quelque chose qui est ancré en nous. Et donc, c'est par la société uniquement qu'on peut adoucir ses penchants. Là où la pulsion de vie, elle, bien qu'elle ait un joli nom, bien qu'elle paraisse plutôt calme, c'est plutôt une pulsion pour Freud d'abord donner la vie, c'est une pulsion sexuelle. La pulsion de mort, par contre, gêne beaucoup plus. Cela signifierait que les individus ne sont pas enclins à la paix, que les individus sont enclins à la guerre, que les individus sont enclins à abuser de leur force. C'est d'ailleurs pour ça que Freud analysera les fondements de notre société comme étant d'abord des fondements qui sont là parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a un manque. Alors je vais m'expliquer.
Dans les religions, dans les sociétés, il y a une espèce d'injonction à aimer son prochain. Pour Freud, si cette injonction existe, c'est justement parce que tout le monde se déteste. De même, il y a une injonction à respecter la liberté de l'autre. Pour Freud, elle existe parce que nous avons tendance à ne pas le faire et à plutôt s'en moquer. Alors toutes ces contradictions-là ont un postulat d'un homme qui est d'abord agresseur avant d'être, on va dire, diplomate, d'être raisonné, et elle justifie une intervention de la société, une compréhension finalement de la psychologie de l'individu pour pouvoir éviter la violence. La violence serait donc d'abord naturelle. Et vous le voyez, hein, si la violence est naturelle, ça pose un certain problème. Si elle est naturelle, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce bon de vouloir la canaliser ? Avec la science, on s'est rendu compte que pas mal d'événements, pas mal de processus qui existent dans la nature ont une fonction et de régulation qu'ils permettent de créer un système qui soit viable. Donc, supprimer la violence, est-ce que cela peut se faire sans répercussions peut-être graves sur la société ? Que se passerait-il si soudainement les gens étaient tous non-violents ? Est-ce une bonne chose ou est-ce plutôt une catastrophe ? C'est la question qui animera notre second épisode. Alors, je vous invite à vous abonner, à aimer la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure philosophique sur le thème de la violence.